Bonjour et bienvenue à toutes et à tous à ce deuxième webinaire sur les indications géographiques organisé par la délégation de l'Union européenne au Canada. Je me présente, je m'appelle Gwenaëlle Reit et je vais être votre modératrice pour ce webinaire. Lors de notre premier webinaire, il y a 2 semaines, nous avons dressé un premier état des lieux sur les indications géographiques avec des experts européens et québécois. Ils nous ont parlé de l'évolution des appellations dans le monde, de la situation au Québec et également des outils à la disposition des producteurs qui souhaitaient protéger leurs produits dans un contexte de commerce international. Aujourd'hui, nous continuons la réflexion en nous rendant virtuellement sur le terrain avec des producteurs et des personnes actives dans la promotion et la défense de produits qui ont ou qui sont en voie d'acquérir une reconnaissance. Ils vont partager leur expérience et nous faire part des avantages qu'une indication géographique peut apporter. Pour ce webinaire intitulé « Quels bénéfices socio-économiques le point de vue des acteurs de l'industrie », nous avons le plaisir d'accueillir 4 conférenciers et conférencières. Donc, la première est Carolina Martinez-Origon, qui nous vient directement d'Espagne. Elle est agronome diplômée de l'Université Polytechnique de Madrid. Elle détient également un master en marketing agroalimentaire. Depuis 3 ans, elle est secrétaire générale du Conseil de régulation de l'appellation d'origine protégée des vins de la région de Jumilla, donc en Espagne. Elle a également travaillé sur le commerce et les indications géographiques à la Direction générale de l'agriculture et du développement rural de la Commission européenne et elle a également été active au sein du ministère de l'Agriculture espagnol. Notre deuxième conférencier est Henri Nolf. Il a eu un empêchement de dernière minute, donc j'espère qu'il pourra se joindre à nous avant que nous commencions à rentrer dans le vif du sujet, mais je vais quand même le présenter au cas où il nous rejoindra. Donc, il est ingénieur retraité, il est passionné d'apiculture et d'environnement. Il est actif dans la gestion de colonies d'abeilles depuis 40 ans et possède un cheptel de 80 ruches dans la région d'Enghien, à 30 km de Bruxelles, en Belgique. Il est responsable de l'association ProMiel, une association qui défend les miels de Belgique. Et cette association regroupe 25 membres qui misent principalement sur la qualité du miel. Cette association a aussi déposé un dossier pour faire reconnaître en fait l'IGP miel wallon en 2017. Ce dossier est encore à l'étude. Notre troisième conférencier est Pascal Harvey. Il travaille depuis 1999 à la Société d'aide au développement de la collectivité, donc la SADC, des régions de Charlevoix, Côte-de-Beaupré et d'Île-d'Orléans, donc au Québec. Depuis 2006, il est directeur général de ce même organisme et il a été impliqué dans 2 projets qui ont amené la reconnaissance de produits de sa région, soit l'IGP Agneau de Charlevoix et l'appellation de spécificité fromage de vache de race canadienne. Voilà, ce sont d'ailleurs sur ces dossiers qu'il a pu collaborer avec notre dernier conférencier, qui est Mario Duchesne, qui est également originaire du Québec. Il détient un baccalauréat en biologie et une maîtrise en biologie de la conservation de l'Université Laval à Québec. Il a été éleveur sélectionneur caprin de boucherie en génétique Kiko durant 14 ans dans la région de Charlevoix. Et il a œuvré au sein de l'équipe du projet pilote de l'agneau de Charlevoix qui a été réalisé en 2000 et 2004. Depuis 2007, il agit comme coordonnateur de l'association de mise en valeur de la race bovine canadienne et il occupe depuis 2019 le rôle d'agent de développement de l'ensemble de la filière laitière de la race bovine canadienne. Donc voilà pour ce qui est des présentations. Henri Nolf nous a rejoint, donc c'est formidable. Bienvenue Henri. Donc pour les présentations, nous avons donc terminé. Je vais juste vous expliquer rapidement le déroulement du webinaire qui va être un petit peu différent que le premier. Donc nous allons commencer par un rapide tour de table pendant lequel chaque conférencier va pouvoir se présenter rapidement, mais surtout aussi nous faire un petit peu le point sur le produit ou les produits qu'il représente. Nous passerons ensuite à une forme de plutôt table ronde avec des questions qui seront liées au thème du jour. Et finalement, nous aurons une période de questions de l'auditoire. Donc, je vous rappelle, pour ceux qui ne le savent pas encore, donc que vous avez la possibilité en tout temps de poser des questions par écrit, donc dans la section Q&A, donc la lettre Q et A qui se trouve à la droite de votre écran. Elles seront traitées au fur et à mesure et en toute fin du webinaire, nous aurons une période d'une vingtaine de minutes pour répondre à ces questions.
Ces questions seront d'ailleurs reprises sur la plateforme B2B2Go sur laquelle vous êtes inscrit pour visionner ce webinaire. Et donc, les conférenciers prendront le temps d'y répondre plus largement pour que nous puissions garder une trace de ces questions. Donc voilà, je voulais encore préciser que ce webinaire sera principalement en français, mais avec des passages en anglais, mais il y aura la traduction dans les deux langues. Donc voilà, je laisse la parole aux conférenciers. Nous allons commencer par Carolina Martinez. Donc now I will let you, Carolina Martinez, speak. Hello everyone. Thanks for having invited us to these seminars. I represent the Jumilla Protected Designation of Origin. This is a wine PDO from Spain, one of the oldest in the continent, dating back from the 60s, the registration of the PDO. Though the region has a much longer history in winemaking that goes back to the Roman times. We are located in southeast Spain, as you can see. We are a high altitude plateau surrounded by mountains with semi-arid climate, scarce rainfall, and very high temperatures in the summer. These are climatic limitations that don't work much for wine production in terms of volume, but for quality wines, these are the perfect conditions, and also for organic wines. We are one of the pioneer PDOs in the wine sector with organic farming and organic wines. The Consejo Regulador, which is the Jumilla Wine Board, we could say, it's the institution that represents wine growers and winemakers with equal representation and democratic functioning. The board is structured into two independent bodies. One of them is the control body, which is in charge of verifying the compliance of wineries and growers related to the technical specifications of our PDO. And then we have the management body, which I represent, who is in charge of basically promotion of the Jumilla wines and defense of the protected name. Merci, Carolina. Nous allons maintenant passer à Henri Nolf. Donc, vous pouvez nous faire votre présentation et il faut que je vous indique que vous pouvez juste annoncer aux techniciens pour faire changer vos diapositives. Voilà. Henri, on vous entend pas, il faut que vous enleviez votre micro. Est-ce que c'est mieux ainsi? Oui, vous m'entendez? Parfait. Donc, désolé. Bien le bonjour de la Belgique. Mon nom est Henri Nolf et je représente une association d'apiculteurs dans le sud de la Belgique. Donc, nous sommes 25 apiculteurs amoureux de l'abeille et passionnés de produits de qualité. Donc, nous produisons des quantités de miel relativement limitées. On fait ensemble une quinzaine de tonnes de miel, ce qui est très très peu par rapport à la consommation belge. Mais nous misons sur la qualité. Nous sommes fiers de notre produit. Nous avons déposé une marque enregistrée qui s'appelle la Perle du Terroir. Et nous sommes en démarche actuellement, en discussion pour obtenir l'appellation géographique contrôlée. Nous avons développé une technique pour rendre le miel crémeux et tartinable, qui a beaucoup de succès, et nous espérons donc obtenir une appellation pour ce produit-là. Voilà. Merci Henri pour cette présentation. Je passe maintenant la parole à Pascal.
Merci, Gwenaëlle. Je tiens à remercier tout d'abord les gens de la délégation de l'Union européenne au Canada de nous avoir permis de participer à ce webinaire aujourd'hui en votre compagnie et particulièrement Antoine Réroux qui a pensé à nous. Moi, je dirais que je suis un petit peu l'imposteur parmi les panélistes de ce matin parce que je suis pas un spécialiste, je suis plutôt un généraliste. Et je vais vous placer dans le contexte. Je vais vous présenter notre organisation. Je vais vous présenter notre région et je vais vous présenter un peu les deux projets pour lesquels on est interpellé ce matin. Donc, l'organisation que je représente aujourd'hui, la SADC de Charlevoix, intervient sur un grand territoire dans la région à l'est de la ville de Québec. On travaille au niveau du développement économique local. Donc, nous, notre mission pour réaliser notre mission sur le territoire, c'est d'aider des entrepreneurs, aider des collectivités à se prendre en main pour réaliser des projets collectifs ou individuels qui viennent enrichir notre collectivité et nos communautés. Donc, les projets de ce matin sont des projets porteurs pour la région. Et ça nous a fait plaisir d'en faire partie et d'en faire partie dès l'origine et d'en faire partie encore aujourd'hui. La région de Charlevoix, comme je l'ai dit, est située à l'est de la ville de Québec, à peu près à 1 heure de la ville de Québec. Et notre terroir a été forgé au fil des ans par la présence d'un météorite qui a frappé il y a 350 millions d'années, ce qui a fait aujourd'hui, ce qui a créé l'astroblème de Charlevoix. Et je dirais que comme nous sommes situés entre fleuves et montagnes, ben, tout ce qu'on produit, autant au niveau des légumes, autant au niveau des fruits, autant au niveau de notre élevage aussi des animaux, est influencé par cet astroblème-là. Peut-être que Mario pourra confirmer le tout à l'heure, mais ça fait de nous une région particulière pour l'agroalimentaire. Et quand je dis particulière, c'est que nous avons été, à la fin des années 90, la première région à se doter d'une table agro-touristique pour réunir les producteurs, transformateurs et chefs cuisiniers autour d'une même table pour réfléchir à des projets collectifs. Maintenant, moi, j'avais présenté à la fin des années 90, début des années 2000, un projet ambitieux à notre bailleur de fonds qui est Développement économique Canada. Et c'est un projet qui se voulait rassembleur pour l'ensemble des productions et l'ensemble des produits de la région pour protéger un petit peu ce que nous faisions. Et la demande était financière, mais la demande était aussi pour un soutien plus technique. Et la personne avec qui j'avais communiqué à l'époque, à qui j'avais présenté le projet, m'avait dit, pour maximiser les chances de succès d'un tel projet, il faudrait le centrer autour d'une production en particulier. Et à cette époque-là, la production qui était rendue la plus loin au niveau de son avancement, c'était l'agneau de Charlevoix avec la ferme Éboule-Montaise et Lucie Cadieux qui avait une renommée à la grandeur du Québec. Donc, nous avons travaillé avec Lucie pour l'élaboration là, du projet d'agneau de Charlevoix et nous avons obtenu le financement pour ce projet-là. Donc, le gouvernement fédéral a été le premier à y croire à ce projet-là qui a été testé par la suite dans la loi québécoise dans le cadre du projet pilote. Donc, ils vont me faire grand plaisir de pouvoir répondre à vos questions là, en cours de route. Et là-dessus, je vous présente celui qui a travaillé aux deux projets, autant au niveau de l'agneau que du projet de vache canadienne, mon collègue et ami, Mario Duchesne. Bonjour à tous, ça me fait plaisir d'être ici puis de vous parler en fin de compte de l'agneau et de la vache canadienne. Ce que Pascal vient de dire, c'est intéressant parce que l'agneau, c'est ce qui a permis de lancer les appellations au Québec, même si le bio existait, mais les appellations réservées autres que le bio, ben c'est le projet de l'agneau, le projet pilote de l'agneau, dont j'ai travaillé pendant à peu près 2-3 ans. Et le but, c'était de tester la loi, de tester, de voir, de monter un projet pour pouvoir évaluer l'intégration de l'agneau dans la loi sur les appellations. Et c'est ce qui a amené, en fin de compte, la loi à être modifiée en 2006 et à reconnaître l'agneau de Charlevoix. Donc, mais avoir travaillé avec l'agneau, c'était très intéressant et formateur parce que on parle de créer une appellation. Le cahier de charge était déjà monté, les producteurs étaient déjà regroupés,
mais c'était de le travailler pour le rendre vraiment fonctionnel dans une appellation. Et c'est ça qui a été super intéressant. Malgré tout, ensuite j'ai quitté et j'ai continué avec cette expérience-là. Ça m'a permis d'aller vers. On pourra parler aussi. Tantôt, on pourra en parler plus. S'il y a des questions, on pourra évaluer, on pourra développer un peu plus sur l'agneau. Ça va me faire plaisir. Mais juste pour se présenter, ensuite, ça a cheminé vers la vache canadienne. Donc, il y avait un deuxième élément qui nous tenait à cœur. Et on avait eu dans Charlevoix, donc la première, comme on pourrait dire, un forum sur l'avenir de l'agriculture dans Charlevoix, et il y avait ressorti l'élément que pourquoi pas faire du lait de spécialité avec une race du patrimoine. Et c'est là que la vache canadienne, en 2006, 2004 même, on commençait à en parler, 2006 a commencé à se former, en 2007, on a créé l'association, et la fromagerie de laiterie Charlevoix et un producteur laitier se sont joints ensemble pour créer l'association. Et avec moi, on a monté le début de ce projet-là de développer la vache canadienne. La vache canadienne existait déjà, donc on peut voir, avant d'aller plus loin, juste la deuxième diapo, vous allez voir le patrimoine. Donc, comme je vous disais, c'est ce qui nous a fait accrocher à la vache canadienne, c'était le patrimoine accroché positivement dans le sens que il y avait une vache qui existait au Québec et qui était malheureusement pas valorisée et on veut se distinguer. On avait vécu avec l'agneau, on avait le potentiel de faire des appellations, il y avait d'autres produits qu'on voulait développer et là on avait la chance d'avoir une vache mais le défi est énorme. De travailler avec une vache patrimoniale qui reste à peine 500 têtes. Au niveau du développement génétique, on a des animaux, on a de la génétique qui est dans l'azote liquide congelé depuis 50 ans. Et il faut faire une race fonctionnelle, rentable et profitable, tout en gardant le patrimoine. C'était un défi majeur qui est encore à relever d'ailleurs. Mais à la troisième diapo, c'est pour vous dire que on a travaillé aussi de la vache canadienne depuis longtemps, ça fait 20 ans. Les îles de la Madeleine, donc le Pied-de-Vent, en plein milieu du golfe Saint-Laurent, ils ont été des précurseurs, en fin de compte, d'usage de la vache canadienne. Mais en étant seuls, en étant éloignés, ils n'ont pas pu la développer. C'est ça qui était complexe. Donc, mais par contre, ils se sont établis, ont développé un produit et qui est encore fonctionnel. Et aujourd'hui, c'est un pilier de la filière de la vache canadienne. La prochaine diapo, on voit une image très, très, très intéressante de voir des vaches qui sont de retour après il y a 20 ans et aujourd'hui, elles sont encore présentes. Donc, c'est ça qui est intéressant. La cinquième diapo, ça nous amène à ce que je vous disais tantôt, la laiterie Charlevoix. Donc, on s'est regroupé avec la laiterie Charlevoix pour créer le 1608. Donc, le 1608 est un fromage qui a été créé en 2008 lors du 400e de Québec. Donc, c'est un clin d'œil et c'est ce qui est intéressant, comme je voulais dire, c'est que la vache canadienne est au cœur de ce produit-là et c'est comme ça que l'idée de l'appellation a germé. Donc, tranquillement, 2 ans plus tard, on peut voir la prochaine diapo. Donc, la vache est de retour dans Charlevoix après des dizaines d'années de disparition. Puis, la 7e diapo, pour conclure, c'est que les producteurs, ensemble, on s'est regroupés. On a intégré les gens des îles ensemble. On a travaillé ensemble pour développer l'appellation. Donc, c'est un projet de 7 années. Donc, comme je dis, c'est des gens qui sont au cœur de ce projet-là, à la base. Ce sont des producteurs, ce sont des fromagers, ce sont aussi des acteurs, des actrices qui ont travaillé ensemble au développement génétique, au développement de produits, au développement de l'ensemble. Donc, on pourra en parler beaucoup plus, mais c'est ce qui est passionnant, c'est de voir que même après 13 ans, il nous reste encore des dizaines d'années. Même si l'appellation est reconnue, il nous reste encore beaucoup d'années, mais c'est très passionnant et c'est très encourageant. Merci beaucoup.
Merci beaucoup pour ces présentations. Donc, on va directement passer à la discussion et je vous propose la première question qui est en fait pourquoi les producteurs entreprennent-ils la démarche d'appellation, surtout quand on a déjà un label, hein, comme c'est le cas par exemple en Belgique avec votre miel. Donc, why do producers decide to get a GI, especially when you already have a trademark, as is the case for honey in Belgium? Donc, je lancerai peut-être la parole à Henri pour commencer, puisque vous êtes en démarche alors que vous avez déjà une marque, une reconnaissance finalement qui fonctionne bien. Oui, merci. Donc, nous pensons que la démarche de qualité est une démarche qui n'est jamais arrêtée. C'est une démarche qui est dynamique. On ne peut jamais constater, on ne peut jamais dire que on a atteint le meilleur. Je crois que ce serait une très très grosse erreur. On se doit de toujours participer à cette évolution et de se dire, même si on a atteint un certain stade, et nous avions atteint effectivement un miel labellisé, hein, qu'on appelle le perle du terroir, qui est un miel tartinable, qui est un miel traçable, qui est un miel de fraîcheur. On a voulu aller plus loin. Si vous restez il est certain que vous serez dépassé. Donc, dans toute cette démarche de qualité qui nous concerne tous, qui nous intéresse tous ici, il est important de se dire qu'on n'a jamais terminé. Il faut toujours essayer de trouver autre chose. En l'occurrence, pour nous, cette appellation géographique, c'est une appellation locale, c'est une appellation de terroir. Nous pensons que ça répond à une demande croissante des consommateurs. Et pour nous, il est fort important d'obtenir ceci de façon à rester toujours le meilleur. C'est très stimulant d'essayer d'être le meilleur et de toujours vouloir s'améliorer, et nous voulons participer à cette dynamique. Voilà, merci. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut rebondir sur, je sais qu'il y a eu par exemple pour l'agneau de Charlevoix peut-être des motivations un peu différentes. Est-ce que Pascal voulait nous en parler? Ben, les motivations de départ, c'était de travailler un projet collectif parce qu'on savait que la ferme Éboule-Montaise était très, très, très avant-gardiste dans sa façon de travailler l'agneau, mais avait peine à répondre aux demandes des consommateurs. Donc, c'est associé d'autres producteurs en parallèle. Et le fait de vouloir travailler un projet de ce type-là, c'était aussi séparer le vrai du faux. Parce qu'il faut comprendre qu'à l'époque, il y avait des restaurants de la ville de Montréal qui vendaient l'agneau de Charlevoix en sachant très bien que ça venait pas de Charlevoix. Donc, on voulait vraiment protéger les producteurs et la transformatrice à l'époque pour que l'agneau qui allait se retrouver sur les tables de grands restaurants, ben, c'était véritablement de l'agneau de Charlevoix. Donc, il y avait le fait de vouloir travailler un projet collectif, de vouloir avoir un effet de différenciation et de vouloir aussi protéger le travail des artisans. Bon, merci. Mario, est-ce que vous voulez peut-être aborder l'aspect patrimonial de la préservation de la vache ou Tout à fait. Oui, c'est une très, très bonne question parce que au niveau de la vache canadienne, c'est que le débroussaillage, c'est la complexité de travailler du patrimoine. Il y a beaucoup d'émotions. Donc, en étant une race patrimoniale, il y a des gens qui prônaient leur usage, mais d'une manière plus traditionnelle et ancestrale pour protéger tout ce qui était le patrimoine de cette race, sans penser à l'économie. On a un autre côté, des gens qui étaient de plusieurs générations en vache canadienne, mais en étant dans la production conventionnelle, jugeaient qu'elle ne pouvait produire, être profitable, donc on accroise avec d'autres races. Et on arrive en plein milieu, donc avec le projet de Charlevoix, de vouloir faire en sorte que la vache soit protégée, soit pure, mais en même temps soit rentable. Donc c'était là la difficulté d'arrimer tout le monde à travailler avec une vache
qui va avoir sa propre vocation. Parce que c'était ça le but, c'est d'avoir une vocation à elle et de sortir du conventionnel, sortir des sentiers de l'orientation principale au niveau laitier, et c'est d'avoir son propre chemin et d'avoir une valorisation de spécificité. Et c'est comme ça que, avec les années, parce que ça prend énormément de temps. Quand on a commencé en 2007, on s'était donné comme objectif 30 ans pour pouvoir le développer. Et on est rendu à la 13e année et on a quand même jeté des bases solides. On a 3 piliers. On a le troupeau des îles de la Madeleine qui est solide, le troupeau de Charlevoix qui est aussi solide et un troupeau en bio qui est aussi solide. Donc, on a 3 piliers qui nous permettent d'avoir une stabilité. Ce qui nous manque, et ce qu'on est en train de le trouver, c'est de nouveaux producteurs, de jeunes producteurs ou productrices qui vont vouloir travailler avec la race bovine canadienne, avec la valorisation, avec le même modèle, mais de pouvoir développer la race en race pure et avec la vocation économique qu'on s'est donnée. Donc, le leadership qui est en train de s'installer avec un nouveau producteur, ça va nous aider à donner une impulsion pour le développement génétique. Et c'est ce qui nous manquait et ce qu'on est en train d'obtenir. Donc, c'est de la génétique qui date des années 50. Donc, actuellement, on va bientôt faire une récolte d'embryons en fécondation in vitro avec un taureau qui est né en 1950 avec la semence qui a été, du même taureau qui a été congelé à l'âge de 15 ans en 1965. Donc, ça donne un aperçu, c'est que pour la race bovine canadienne, de travailler la génétique quasiment des dinosaures pour les gens de Holstein ou les gens de Jersey, pour la canadienne, il n'y a pas de différence significative. Donc, la génétique ancienne est aussi valable que la génétique contemporaine. Et c'est comme ça qu'on est en train de brasser pour créer quelque chose avec un modèle bien à lui. Donc, c'est l'avenir de la canadienne. Et c'est ce qui va probablement faire son succès. De développer l'économie avec le patrimoine et de s'assurer la profitabilité. Merci. Donc, on voit que les motivations peuvent être vraiment très, très diverses. Est-ce que, Carolina, vous avez une idée vu que c'est une beaucoup plus vieille appellation qui date des années 60, est-ce que vous savez pourquoi les producteurs à l'époque se sont réunis pour cette appellation? Yes, I wasn't born yet in the 60s when the appellation was created, but of course I know that the main objective at that time was differentiation through quality, high quality standards, and of course origin and the unique conditions for winemaking in this region. At that time in the 60s, the situation in Spain was very different to how it is now today. The European Union was growing, was starting that project that is now consolidated as European Union. And the wine sector was was living also some changes. After the phylloxera plague that devastated most of the vineyards in Europe, Jumilla was actually quite lucky because phylloxera never really was a problem in this area because of our conditions, and the vineyard wasn't destroyed. So at that time, the industry boomed. But when the rest of the countries, winemaking countries such as France or the rest of Spain, Italy, they recovered in the early 20s of past century. The region needed somehow to differentiate its wines because the sector was flooded with wine production, bulk, and with so-so quality. And the idea of uniting winemakers and vine growers and to make a strong generic brand that could cover all their wines and their labels seemed the best option to grow together and fight together in these crazy markets global markets that we all live in. That was the main purpose.
Thank you. Bon, ben nous allons passer à la deuxième question. Donc, on connaît maintenant un petit peu les motivations des producteurs, mais finalement, quels sont les bénéfices attendus et réels qu'a eu l'appellation pour les producteurs? Donc, c'est sûr que dans le cas du miel, vous l'avez pas encore, mais en tout cas, quelles seraient les attentes, en tout cas que vous espérez par rapport à cette appellation. Donc, for producer, what are the expected and actual benefits of a GI? On pourrait peut-être enchaîner avec Carolina, peut-être, puisque l'appellation est bien implantée. Well, what the efforts, the collective efforts for marketing and promotion of this collective brand that is Jumilla PDO is for sure an asset for all the stakeholders in the region, and of course the guarantee of control through the certification of the product. The stakeholders are part of the decision-making process in the wine board, and of course this is always a benefit for any grower, any producer, and of course there's the price differentiation. We can see that there's a very obvious difference between bulk general wine and PDO wines, and of course that's translated from the bottle, goes back to the grower and the grape, the price they get for their production. So price is always an asset as well for PDOs. Et merci. Est-ce que Henri, vous voulez continuer? Oui, bien entendu. Je dirais, qu'est-ce qui est important pour nous apiculteurs, hein, qui sommes fiers de notre produit, mais c'est la réputation. Pour nous, c'est la réputation. C'est si vous avez sur un étalage une dizaine de miels, si notre miel peut ressortir comme étant le meilleur, hein, comme étant celui qui est labellisé, celui qui a une appellation géographique, tout le monde sait bien que là derrière, il y a cette dynamique de qualité, il y a ce souci d'avoir quelque chose qui sort de l'ordinaire, et cette réputation est pour nous fondamentale. Il n'y a pas, je dirais, réellement une conséquence financière, parce que le marché du miel est un marché qui est relativement restreint, et la Belgique n'est pas grande, n'est pas aussi grande que le Canada. Donc le miel quel qu'il soit, il va partir, mais par contre un miel qui a l'appellation partira plus vite, et donc cette réputation est importante pour les membres d'une association. Pourquoi? Parce que produire un produit de qualité, produire un produit qui a une réputation amène une certaine fierté, et cette fierté, elle est aussi génératrice de membres qui veulent rejoindre cette dynamique de qualité. Ceci est pour nous important, hein, on n'est pas seul à produire ce produit, on est une association, et une association se doit de grandir, et on est fier du produit que l'association met sur le marché, et on peut être certain que des membres vont rejoindre l'association, et ça c'est donc une retombée fort importante pour nous aussi. Voilà, merci. Merci. Et puis pour producteurs, donc que ce soit d'agneau ou de fromage, est-ce que il y a eu des attentes spécifiques par rapport à ces reconnaissances? Je ne sais pas lequel de vous deux veut me répondre, Pascal ou Mario. Je peux peut-être débuter, Mario pourra compléter là avec son expertise. Moi, je vous dirais que l'effet mobilisant, si on parle du projet d'agneau de Charlevoix, l'effet mobilisant a été là dès le départ, mais ça s'est effrité un peu avec le temps, parce que plus un processus est long, puis plus les risques je dirais pas de déraillage, là, mais de contraintes se mettent en place,
Et aujourd'hui, ben, on est parti d'un projet qui incluait 10 producteurs. Et aujourd'hui, on est tout au plus 2 producteurs actuellement d'agneaux de Charlevoix. Par contre, le côté positif, c'est que la région a fait parler d'elle, la région a innové, autant à travers le projet d'agneaux que le projet de vaches canadiennes, et ce qui a fait qu'on a conservé notre longueur d'avance qu'on avait à l'époque par rapport à prendre soin de ses producteurs et valoriser les produits provenant du terroir. Cet effet-là de faire parler de la région, ben, c'était un but en soi parce qu'on voulait valoriser ce qui se faisait, là, les expertises. Donc, ne serait-ce que pour ça, ça a été très, très, très positif. Et je vais laisser Mario compléter. C'est certain que c'est très positif parce que pour l'agneau, de ce que je me rappelle et aussi de ce qu'on peut voir, c'est que c'est intéressant dans le sens que l'agneau de Charlevoix, même s'il y a eu des difficultés, le produit est quand même de très grande qualité et c'est ce qui fait sa distinction. Et aussi le fait que au départ, il était un agneau touristique, agro-touristique, qui était saisonnier. Et la difficulté, c'était de pouvoir en vivre et faire vivre plusieurs producteurs. Donc, c'est un peu ça, ce qui s'est produit, c'est que l'agneau est rendu, en fin de compte, la production est désaisonnalisée et l'agneau est produit à l'année. Et tranquillement, et il y a des chances, en tout cas, tout reste à voir, mais la structure est en train de se mettre en place pour le développer graduellement. Donc, le potentiel est là. Donc, comment ça va se développer, ça, c'est une autre question. Mais le potentiel de développement est là. Pour la vache canadienne, comme je disais tantôt, le patrimoine, pourquoi l'appellation? C'est qu'on a la chance d'avoir du patrimoine. Et l'autre point que j'ai pas parlé, c'est la qualité du lait qui fait des produits d'exception. Un produit, un lait qui est très, 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 très fromageable, en guillemets fromageable, qui a des habitudes fromagères exceptionnelles. Donc, les produits sont de très grande qualité. Et ensuite, on a le patrimoine. Donc, c'est une belle image, c'est des objets marketing. Donc, la structure de l'appellation, au départ, vient structurer la production. Donc, créer un cahier de charges qui nous permet d'avoir un produit qui est, dans une certaine mesure, qui respecte les normes au niveau de la race bovine canadienne et son usage. Et ultimement, ben, c'est de vendre nos produits, de vendre les produits qui sont de qualité. Donc, il faut, oui, c'est beau le patrimoine, mais il faut avoir des produits de qualité aussi. Donc, l'appellation nous permet de se structurer. Excellent, merci. La troisième question va rejoindre en fait des questions que l'audience nous a déjà posées, puisque plusieurs personnes se posent la question un petit peu de l'impact plus large en fait de l'appellation. Donc c'était de savoir finalement sur la région qui entoure ou disons sur le territoire sur lequel se trouve l'appellation. En fait, quel est l'impact d'avoir une appellation sur ce territoire. Donc, quand on pense au tourisme, à l'activité économique, ça peut être aussi, on peut parler en termes de fierté locale et voire même de développement local, de démographie. Donc, on a des personnes qui s'intéressaient peut-être au développement du tourisme et un de nos auditeurs nous posait aussi la question plus par rapport au niveau du développement économique local, plus précisément en Belgique pour le miel. Donc Carolina, je vais juste vous la dire en anglais. What are the potential impact of the surrounding regions? Donc you can think about tourism, economic, local growth, demography, local development. So, peut-être qu'on peut commencer avec, vous en avez déjà un petit peu parlé dans le Charlevoix avec le tourisme, donc peut-être que je vais laisser la parole déjà à Carolina. Yes, thank you. For sure, what our colleagues talked about being proud, the proudness that brings to the region, that's absolutely something to be taken into account. Actually, this city, Jumilla, which is, well, it's a town, a small town. When you enter, there's this big sign, Jumilla, City of Wine, and everything goes around wine. Everything moves around wine. I mean, the culture of the town is all about wine.
Regarding tourism, there's a huge chance with wine routes. Jumilla has a wine route that has been functioning for 15 years, I think. And it has grown and grown, and it's still growing. Well, not in this weird situation we're living now, but this wine route, what does is it brings together all the stakeholders in the region. Not only those dedicated full-time to wine, but also restaurants, museums, the different town halls are also and different associations are also linked to this wine route. And there are multiple dimensions for the route, because it's not only about wine, it's about wine, local gastronomy, valuing the local products, not only wine, but cheese production, meat production, seasonal products as well from the plots around here, fruits and vegetables. It also highlights the cultural and heritage dimension of the region throughout its museums, history, traditions, and also, of course, the landscape around us and the natural resources. And we organize activities throughout the year, so the tourism is not seasonal, for only winter, summer, or the grape picking and so on. So it's all throughout the year. We have activities, and of course we're very proud of this wine route and this to get this work that we do as a collective with just in mind bringing bringing good things to the region. That's our main objective. Thank you. Henri, je vous laisse continuer. Oui, volontiers, merci. Donc pour nous, en Belgique, c'est un marché relativement restreint. La Belgique importe beaucoup plus de miel qu'elle n'en produit. Elle en importe à peu près 5 fois plus qu'elle n'en produit. Donc nous avons affaire à une clientèle qui est essentiellement locale. Il n'y a pas un tourisme international. Il n'y a pas des personnes comme par exemple l'Espagne. On peut aller en Espagne pour son excellent vin et pour d'autres choses également. Ici, on ne vient pas en Belgique pour son miel. Mais bien sûr, on accueille des touristes également. Mais nous visons surtout du tourisme local, c'est-à-dire des personnes qui habitent la Belgique, qui habitent la région. Et nous n'avons pas une route du miel, quoique il y a des idées, donc on va y réfléchir. Mais ce que nous faisons, nous ouvrons nos ruchers, nous ouvrons nos mieleries, nous accueillons les personnes qui viennent visiter nos installations, qui viennent poser des questions, et démarche que nous avons ici en Belgique. Si. Et puis, je vous redonne la parole dans le Charlevoix, puisque vous, c'est sûr que ces produits, en tout cas l'agneau, comme vous l'aviez expliqué tout à l'heure, Pascal, c'est développé aussi en parallèle avec le tourisme. Donc, est-ce que vous auriez peut-être des exemples peut-être un peu plus précis à partager sur comment l'appellation aurait pu jouer un rôle, en fait, sur le développement touristique ou économique de la région? Bien, évidemment, la région de Charlevoix, vous le savez très bien, est une région excessivement touristique et on l'a vu cet été là, dans le cadre de la pandémie. La région a été prise d'assaut littéralement. Et moi, je vous dirais que les bienfaits de la labellisation par rapport à ce qui se vit en région, c'est la valorisation que les chefs cuisiniers dans les auberges, dans les restaurants locaux en ont fait. Donc, ils ont bien utilisé le produit, ils l'ont bien valorisé, ce qui a fait que la renommée s'est construite à travers différents acteurs de la région, non pas juste les producteurs, transformateurs, mais aussi les chefs cuisiniers et les Charlevoisiens qui ont appris à utiliser le produit ou à le consommer sont devenus des ambassadeurs de la marque aussi. Et ne serait-ce que pour le fromage que Mario va parler, on parle du 1608, ben le 1608 est devenu un produit
je dirais pas emblématique, mais c'est quand même un produit dont se dégage une fierté et que les Charlevoisiens sont fiers de dire, ben écoutez, ce produit-là est fait ici dans la région, est transformé, est fait à partir du lait de vache canadienne. Donc, il y a beaucoup de fierté qui est partagée de la base vers les gens qui nous visitent. Et quand ce produit-là est consommé à l'extérieur, ben souvent, on s'en sert comme cadeau aussi. Quand on va à l'extérieur, on amène des produits de la région et ça fait de nous des ambassadeurs de la marque. Donc, nonobstant que la région soit excessivement touristique, je pense que le fait que les Charlevoisiens se sont appropriés ces produits-là ont fait que la fierté a rejailli à la grandeur du territoire. D'accord. Est-ce que Mario, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, je pourrais parler des îles de la Madeleine. Donc, en rapport avec la vache canadienne, les îles de la Madeleine, en fait, sont arrivées avant l'appellation et ça fait 20 ans maintenant qu'ils sont en production avec la vache canadienne. Et donc, c'est le terroir et le tourisme et beaucoup plus le terroir qui a marqué l'image des produits fromagers des îles. Donc, depuis 20 ans, depuis toujours, ils utilisent la vache canadienne, mais sans utiliser l'image. Donc, l'appellation, leur espoir, c'était de prendre l'appellation, d'avoir l'appellation pour pouvoir propulser encore plus loin l'image, mais on n'est pas encore rendu à cet effet-là. Donc, on n'est pas, on est rendu au départ, c'est qu'on a des produits, on a des terroirs, même si l'appellation n'est pas en lien avec le terroir, c'est que les produits où ils sont produits, comme le 1608, donc il est très bien connu, très apprécié. La vache canadienne, elle est quand même mentionnée de part et d'autre, mais l'appellation est rarement en cause. On n'est pas rendu là encore. Donc, les gens qui le produisent, ce fromage-là ou ces fromages-là, les fromageries, ne font pas la promotion sur l'appellation. Donc, l'appellation vient nous structurer pour nous aider. Donc, un moment donné, on est en train, au niveau collectif, de le vendre l'idée de l'appellation, l'importance de l'appellation. Et ce qui va nous structurer encore plus, c'est qui va vendre l'idée qu'un produit sous appellation est un produit XYZ de Charlevoix et des îles. C'est des produits de qualité, c'est des produits vraiment sous une norme protégée, certifiée. Et ça va avoir beaucoup de poids. Mais on n'est pas encore rendu là. On est en voie d'y arriver, mais c'est pas encore le cas. Et même si dans Charlevoix, la fromagerie accueille près de 2000 clients ou 2000 personnes à sa fromagerie en plein achalandage touristique. Et c'est la même chose aux îles de la Madeleine. Les 75 000 visiteurs, s'il n'y a pas 70 000 visiteurs qui vont à la fromagerie, il n'y en a pas du tout. Donc, c'est pour dire que les deux fromageries accueillent énormément au niveau touristique. Donc, un jour, j'ai hâte que ce jour-là arrive, qu'on puisse dire l'appellation, on parle de l'appellation en même temps que les produits et la vache canadienne. Donc, ça va avoir un poids très fort. Merci beaucoup. Je vois le temps qui file, donc je pense qu'on va passer directement aux questions de l'audience pour quand même que vous ayez le temps de répondre. On a eu plusieurs questions. On en a beaucoup à propos de l'agneau de Charlevoix. Une des premières questions que nous avons eues, c'était pour quelle raison l'agneau de Charlevoix n'est-il pas reconnu comme une IGP canadienne? Et puis Mario, je vais directement vous donner la deuxième. Vous avez parlé d'un agneau agro-touristique, donc la personne qui a posé la question aimerait savoir de quoi vous voulez parler exactement. Donc, je vous laisse peut-être répondre à ces deux questions. Votre micro, Mario. Donc, pour l'agneau touristique, agro-touristique, c'est Lucie Cadieux qui, lors de la création, la développement de l'agneau de Charlevoix, elle parlait de l'agneau agro-touristique. Pour elle, une région touristique, un agneau s'insérait, la production de l'agneau de Charlevoix devait s'insérer dans la saison touristique. Donc, c'est certain que pour le développement de l'agneau, c'était intéressant parce que il y avait très peu de producteurs, il y avait très peu de volume, mais à mesure que le volume a commencé à se développer,
c'était difficile. Donc, c'est pour ça que l'agneau actuellement n'est pas un agneau touristique, c'est un agneau désaisonnalisé. Donc, ce que je vous dis, on avait les deux côtés, là. On avait des producteurs qui disaient, oui, mais il faut désaisonnaliser. D'autres, dont Lucie disait, il faut quand même avoir un agneau saisonnier. Ce que je peux dire, c'est que l'agneau désaisonnalisé a pris le pas. Parce qu'actuellement, c'est ce qu'on observe. Donc, c'est pour ça que je parlais d'un agneau, c'est pour ça que je parlais d'un agneau agro-touristique. C'est l'instigateur du projet qui l'avait développé. Et l'autre question, c'était, oui. C'était, excusez-moi, je vais vous la répéter. C'était pour quelle raison l'agneau de Charlevoix n'est-il pas reconnu comme une IGP canadienne? Ah, c'est parce que au niveau des appellations, il n'y a pas d'appellation au niveau canadien. Seulement le bio est reconnu. Au niveau des appellations qu'on retrouve au Canada, c'est seulement le Québec. C'est la juridiction québécoise, c'est tout. Merci. Merci pour ces précisions. Je vais continuer avec vous parce que il y a une question à propos des fromages de vache de race canadienne et c'était à savoir est-ce qu'ils bénéficient d'un statut particulier et protecteur de la concurrence dans le CETA? Absolument pas. Aucune protection. Pour le moment, en tout cas. Ça rejoint d'ailleurs une autre question qui nous demande en fait justement de manière générale le consommateur européen, entre parenthèses français, apprécie les produits de niche qui ont une histoire, une appartenance. Pour les indications géographiques du Québec, est-ce que vous voyez des opportunités d'exportation avec le CETA? Donc ça, on pourrait croire que ça sous-entend que les produits québécois n'ont pas forcément d'histoire. Mais en tout cas, je vous laisse peut-être, je sais pas lequel, Pascal, vous voulez peut-être répondre ou? Ben, je vais laisser Mario poursuivre là, sur sa lancée. En rapport avec les produits fromagers, en tout cas, ce qui me concerne actuellement, c'est difficile même si l'ouverture vers l'Europe se fait, c'est difficile de pouvoir aller vers l'Europe, sachant avec la quantité de fromages d'appellation qui existent en Europe. Donc, la compétition, surtout que les coûts de production ici, les aides sont différentes. Donc, c'est très difficile d'être concurrentiel parce qu'on a des produits vraiment à très bon marché, des produits d'appellation qui sont importés avec la nouvelle entente Europe-Canada. Donc, des produits du Beaufort, du Comté à des prix très, 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 très avantageux et qu'on n'est pas en mesure de compétitionner. Si je parle, par exemple, des produits de vache canadienne, il faut comprendre que le producteur reçoit une prime, reçoit un montant supplémentaire, mais pas de l'État. Il reçoit ça du fromager. La fromagerie lui paie un montant supplémentaire du prix de base. Donc, c'est ce qui lui permet de survivre. S'il n'y avait pas ça, on ne parlerait pas de produits de vache canadienne. C'est la seule solution. Donc, le marché, oui, il faut, et ça serait intéressant d'avoir des appellations qui protègent, tout de même, mais le marché des fromages québécois de vache canadienne sont plus vers le Canada anglais et les États-Unis. Et même là, les États-Unis, c'est difficile parce qu'on a de la gestion de l'offre au Canada, donc ils nous limitent quand même sur l'exportation et l'importation, mais ça nous limite aussi la mise en marché. Mais c'est pas impossible. Il y a quand même une possibilité de le faire à petite échelle, mais c'est des produits à petit volume, donc il y a quand même une possibilité. Mais nos marchés sont plus vers l'Amérique du Nord que vers l'Europe. Merci. Merci. Une question pour Henri Nolf. Une personne se demande, est-ce que vous savez quand se terminera le processus pour l'obtention de l'IGP? C'est une excellente question et la réponse est beaucoup plus difficile. Hein. Donc le processus pour la demande de l'IGP est un long processus. C'est un processus. Il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de réponses à donner
Il y a beaucoup de personnes à convaincre. Ce n'est pas un processus qui est rapide. Un processus qui s'étale sur, sur plusieurs années. Hein. Nous avons démarré ça il y a 2 ans. Nous ne l'avons pas encore. Donc, il faut être patient. Mais je dirais, pour nous, ça ne nous fait pas peur. C'est pas, bien sûr, obtenir le résultat est important, mais déjà entamer les démarches et se concerter dans le but de l'obtenir est important. Et il faut donc être patient. Il faut pas espérer que ça se règle en l'espace de quelques semaines. Ça prend du temps. Merci. Donc, vous avez un petit peu introduit la question suivante, hein, donc sur la longueur des processus qui pourrait être un peu une barrière peut-être pour certains groupes, mais un autre auditeur nous demande finalement quelles sont les plus grandes barrières plutôt réglementaires cette fois-ci à tous ces projets d'appellation. Est-ce que quelqu'un veut répondre? C'est sûr, Carolina, je m'excuse, vous êtes moins dans la demande d'appellation. On est plus sur les bénéfices, je dirais, à long terme. Est-ce que peut-être, Pascal, vous avez été dans les processus de départ? Est-ce que vous auriez quelque chose à dire sur les barrières réglementaires? Ben, les barrières réglementaires, un peu moins, là. Je pense que c'est plus Mario qui va pouvoir y répondre parce qu'il est plus dans le concret de la chose, mais je dirais que les barrières non réglementaires, c'est plus la durée de temps, c'est plus le fait que les acteurs changent au fil du temps, donc les positions changent aussi, puis l'appui du milieu peut venir casser friter parce que souvent, les attentes vont être très courtes pour certains, les attentes vont être de façon plus longue pour d'autres. Donc, c'est de ramener ça sur du moyen terme qui fait que garder les gens mobilisés. Donc, quand on parle de non réglementaire, on parle plus de ce qui concerne l'humain et la patience des choses. Donc, je vais laisser Mario répondre avec l'aspect plus réglementaire de la chose. Oui, absolument. Si je commence par l'agneau, l'agneau, ça a été très, très long parce que il y avait le défrichement qu'il fallait se faire. Donc, il fallait faire tout le débroussaillage et c'est ça qui a fait que ça a pris énormément de temps. La suite, avec la vache canadienne, ça a été beaucoup, beaucoup plus facile, même si ça a pris 7 ans sur son ensemble. On dit 7 ans, mais c'est un peu moins. Puis le processus s'est bien quand même passé, mais il fallait vraiment l'avantage qu'on avait, autant dans Charlevoix que dans Charlevoix pour l'agneau que pour la vache canadienne. On avait la coordination, on avait la mobilisation qui nous a permis, en fin de compte, de soulever cette passion-là et puis de dire il faut le réaliser. Donc, chaque étape était suivie pour la vache canadienne. Ensuite, à l'étude d'opportunité, bon, on a pu identifier quel genre d'appellation. Les barrières étaient en partie non idéologiques, mais le fait qu'on innovait avec la vache canadienne, on avait une appellation de spécificité et ce qu'on prônait, c'était une protection de l'ensemble des produits de la vache au niveau laitier. Donc, tout ce qui vient du lait, on voulait le protéger. Mais évidemment, il n'y avait pas de modèle, il n'y avait pas d'exemple européen ou d'appellation dans le monde sur le produit qu'on appelle la matière première. Donc ça, ici, il y a eu des débats. On en a arrivé à la conclusion que c'était pas possible. Donc le cheminement poursuivi sur les fromages. Mais si on travaille avec la vache canadienne, donc il y avait toujours des remous à l'interne pour dire oui, mais il faut protéger l'ensemble. Donc, tranquillement, tout le monde s'est résigné à dire, bon, OK, on a une appellation. On a déjà une appellation. Donc, ça a pris, comme je vous dis, les différentes étapes. Et en 2016, on a eu la reconnaissance. Donc, les barrières étaient pas énormes, mais il y avait beaucoup, beaucoup de travail, mais il fallait faire chacune de ces étapes-là. Et aujourd'hui, pour dire, ben, on en arrive au même point. On a déposé une étude d'opportunité pour réévaluer la possibilité d'étendre l'appellation à tous les fromages et tous les produits laitiers, incluant le lait entier. Pourquoi? C'est parce qu'on s'est aperçu qu'il y a des gens qui veulent
éviter de prendre l'appellation et de pouvoir profiter de l'image de la vache et de dire, voici, on a un produit de vache canadienne, sans certification, sachant toutes les règles qui sont en place pour respecter le cahier de charge, pour pouvoir avoir un produit authentiquement de vache canadienne. Et là, on a une partie des produits qui ne sont pas protégés. Et l'image de marque risque Donc, c'est pour ça que, comme je disais, dans le processus, il aurait fallu pousser un peu plus loin le questionnement, même si on l'avait soulevé. Il faut oser aller plus loin. Donc, l'appellation, même si les produits n'étaient pas admissibles, si on regarde dans le monde, ben on recommence le processus aujourd'hui. Donc, ça ne veut pas dire que ça met en danger l'appellation, pas du tout, mais ça veut dire que on veut s'assurer que ceux qui travaillent avec l'appellation ne se découragent pas parce qu'il y en a qui vont l'utiliser, la vache, pour faire d'autres choses et nuire à l'ensemble qui, elle, est certifiée. Donc, c'est la complexité là au niveau réglementaire. C'était à ce niveau-là beaucoup là, que ça, pas que ça boguait, mais que c'était complexe. Merci beaucoup pour ces précisions. On va aller avec, je vais voir si on arrive à traiter les 2 dernières questions qui nous restent. Encore sur la région de Charlevoix. Décidément, on a beaucoup de gens qui sont intéressés par le contexte québécois. Une personne demande les bénéfices tirés du tourisme, que ce soit pour l'agneau, le fromage et les autres produits, se mesurent-ils sur le marché québécois, canadien ou international? Ça, c'est probablement plus du ressort de Pascal. Ben, je dirais à tous les niveaux, parce que la région de Charlevoix a un plan de marketing à l'international qu'ils ont dû mettre en veilleuse naturellement avec la situation qu'on vit. Le tourisme, en fait, ça se fait en plusieurs temps parce que le tourisme québécois et nord-américain est très présent dès le début de l'été et très présent aussi au niveau de la consommation des sports d'hiver. Donc, la région de Charlevoix essaye de se développer de plus en plus de façon 4 saisons. Et l'arrivée d'un joueur comme le Club Med va changer la donne, puis il va peut-être amener un autre type de clientèle. On parle beaucoup du Brésil qui est visé là, comme clientèle, puis il n'y a pas beaucoup de Brésiliens qui visitaient Charlevoix à l'avenir jusqu'à présent. Donc, la région s'internationalise beaucoup. Maintenant, comment nous, on se fait connaître au niveau québécois, ben c'est beaucoup justement avec nos produits du terroir. Comment on se fait connaître avec les gens du Canada anglais, ben aussi avec nos savoir-faire et avec notre terroir, mais surtout avec nos paysages. Donc la région a plusieurs cordes à son arc pour se démarquer autant au niveau québécois, au niveau nord-américain qu'au niveau européen. Mais je dirais que la situation actuelle, comme partout dans le monde, a changé la donne, qui fait que des produits locaux sont beaucoup plus en demande et les consommateurs québécois sont beaucoup plus informés de l'importance de consommer localement. Merci. Puis en fait, ça vous introduisait en fait la dernière question que nous allons traiter, une question qui parle justement des marques locales qu'on peut retrouver, qui cohabitent un peu avec les différentes appellations. Donc à Charlevoix, vous avez la marque Terroir Charlevoix. En plus de tous les produits qui font référence au terroir sans certification, donc comment finalement les appellations, on va dire plus officielles, s'intègrent-elles à ces marques? Comment finalement ça cohabite? On en a parlé déjà un peu dans le premier webinaire avec Aliments du Québec aussi, qui est une marque présente au Québec qui fait plus référence aux aliments locaux. Donc plus spécifiquement par rapport à Charlevoix, comment cohabitent un peu toutes ces marques et appellations? Pascal, vous pouvez en parler, ou peut-être Mario, je ne sais pas lequel des deux. Je vais laisser Mario, qui a été peut-être plus impliqué dans la création de Terroir Charlevoix que j'ai pu l'être. Non, mais moi non plus, j'ai pas été impliqué dans la création de Terroir Charlevoix. J'avais terminé, j'étais plus à l'extérieur. Mais les produits, ce que je sais en rapport avec les produits de vache canadienne, par exemple, et Terroir Charlevoix,
c'est la laiterie Charlevoix, qui est membre de Terroir Charlevoix, peut certifier certains produits seulement. Donc, le 1608 est un produit qui est dans Terroir Charlevoix, selon les règles de Terroir Charlevoix, mais pas ces autres produits. Peut-être un jour, on va en ajouter d'autres, mais pour le moment, donc, chaque entreprise peut certifier certains produits et pas l'ensemble. Donc, en plus d'être certifié Terroir Charlevoix, parce que c'est vrai que le 1608 est produit dans Charlevoix, n'empêche que elle a aussi une portée à l'extérieur de Charlevoix avec l'appellation de vache canadienne. Donc, on sait que la laiterie Charlevoix, 40% de son volume du 1608 est vendu à l'extérieur du Québec, vers l'Ontario et la Colombie-Britannique. Donc, c'est quand même Terroir Charlevoix, elle peut cohabiter en fin de compte avec le double appellation, si on peut dire ainsi. Là. Donc, c'est tout ce que je peux répondre à ça. Je suis pas plus impliqué là, en rapport avec Terroir Charlevoix. Peut-être juste un complément d'information. Dans le fond, Terroir Charlevoix découle beaucoup de la table agro-touristique, de la route des Savares. La région s'est dotée d'un cahier des charges pour que, comme Mario le dit, que chaque entreprise agroalimentaire de la région puisse certifier un ou deux produits, mais pas l'ensemble de sa production pour rendre certains produits plus accessibles, je dirais, à l'ensemble des consommateurs. Mais encore une fois, je pense qu'avec Terroir Charlevoix, la région se distingue parce qu'on s'est donné une façon supplémentaire d'innover en agrotourisme dans notre région. Alors, merci beaucoup pour ces précisions. Donc, on voit que finalement, ça cohabite assez bien et ça permet à plus de produits que ceux qui bénéficient d'une appellation officielle, en fait, d'être représentés un peu sous une forme de qualité et en même temps aussi d'origine. Donc, c'est intéressant. Bon, ben nous arrivons déjà à la fin de ce deuxième webinaire. Je remercie les intervenants pour leur participation et ainsi que l'auditoire d'avoir été présents pendant cet événement. Le dernier webinaire aura lieu le 12 novembre et s'intitulera « Mettre en œuvre un régime d'indication géographique protégée, enjeux politiques et légaux ». Donc, on ira, je dirais, davantage dans les aspects peut-être plus techniques des appellations. Je vous rappelle que la plateforme B2B2Go, donc celle sur laquelle vous vous êtes inscrit pour le webinaire, est une plateforme de réseautage. Donc, vous pouvez entrer en contact avec les conférenciers et les autres personnes inscrites sur la plateforme. Vous avez également la possibilité de revoir les webinaires puisqu'ils ont été enregistrés, donc vous pouvez aller les revoir. Les questions vont aussi être traitées par écrit, donc vous pourrez aller relire les questions. Et il y a aussi des partages de documents, donc si les conférenciers, vous avez des choses que vous voulez partager, il y a 2 semaines, les conférenciers ont partagé des articles ou des liens des fois qui pourraient intéresser nos auditeurs. Donc, vous pouvez aussi le faire. Et puis, vous aurez aussi la possibilité de vous inscrire pour le dernier webinaire. Donc, je vous invite à poursuivre la discussion autour de ce sujet fort passionnant. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée et j'espère vous revoir le 12 novembre pour notre dernier webinaire. Bonne journée.